Salut YouTube. Alors aujourd'hui, on va voir différentes choses qui est important de vérifier ou de savoir avant d'acheter un bien, un condo en Thaïlande. Car oui, en tant qu'étranger, il est possible d'être entièrement propriétaire d'un condominium si moins de 49% d'étrangers sont déjà propriétaires des chambres. Alors pour ne pas être déçu, il y a des choses importantes à vérifier avant de faire l'achat et c'est les choses qu'on va voir tout de suite. En numéro 1, prendre trop petit. C'est la première erreur que les étrangers font en achetant un condominium. Car les prix sont très attractifs. Avant, je sais qu'un condo d'une chambre environ 27-25 mètres carrés, c'était autour d'1 million. Maintenant, ça a un peu augmenté. C'est difficile de trouver moins d'1,2 million. Mais ça reste quelque chose d'attractif. C'est environ 30 000 euros, ce qui n'est pas énorme, surtout si on compare avec la France. Le problème, c'est que souvent, certes, ce sont des chambres bien aménagées, vous avez tout ce que vous avez besoin. Le showroom donne envie, mais on est souvent aux alentours des 24-27 mètres carrés, ce qui est petit. En général, vous avez un salon, une chambre, une cuisine séparée parfois par la baie vitrée, et après un balcon. Et parfois, la chambre, elle est séparée par une baie vitrée également. Je disais que c'est souvent la première erreur que font les étrangers. C'est ce qu'on peut voir notamment sur les forums anglophones et même parfois francophones. Beaucoup disent dans les commentaires en réponse qu'ils étaient déçus au bout de quelques années d'avoir pris aussi petit. Ils auraient préféré attendre un peu pour pouvoir acheter plus grand et vivre vraiment dedans. Car oui, pour vivre seul, c'est l'idéal. Vous avez tout ce que vous avez besoin, une chambre, un salon séparé. C'est plutôt agréable. Mais vivre en couple, et surtout si vous travaillez tous les deux à la maison ou si une personne ne travaille pas, on peut vite avoir l'impression de se marcher dessus. Vous allez tout le temps être l'un sur l'autre. Et si vous avez des enfants, ça risque d'être encore plus problématique. Attention, je ne dis pas que c'est impossible de vivre à 2 ou 3 dans 25 mètres carrés. Il y a des familles taille qui le font. Parfois, c'est même une chambre d'appartement. Donc, c'est une seule pièce qui fait salon et chambre en même temps et une salle de bain et un tout petit balcon. Je dis juste que ça peut être un regret plus tard si vous précipitez d'acheter un appartement de cette taille. En numéro 2, les frais de copropriété. Alors ce n'est pas quelque chose de négligeable. Avoir une piscine, un sauna, une salle de muscu, c'est très bien, mais par contre ça engage des frais. C'est un budget qu'il va falloir préparer parce que souvent ça arrive en début d'année, vous allez payer d'un coup pour les 12 mois, ou alors parfois dans certains condos vous le payez en 2 fois, donc tous les 6 mois vous payez les frais. Pareil, les frais vont énormément varier en fonction de l'emplacement, de la marque du condo, par exemple Lumpini, Plume Condo, mais aussi de ce qu'ils proposent. Comme je vous disais, des piscines, des saunas, la sécurité, des places de parking, etc. Et surtout, c'est en fonction de votre mètre carré. Donc si vous avez une chambre de 25 mètres carrés, vous allez moins payer que votre voisin qui a une chambre de 32 mètres carrés par exemple. Alors j'ai déjà vu à Chiang Mai quand je vivais des propriétaires qui ne payaient pas les frais de copropriété car c'était une résidence secondaire, ils pensaient pouvoir le faire louer et souvent c'est pas loué. Le problème c'est qu'ils étaient beaucoup trop à ne pas payer ces frais-là, donc le condo était peu habité, ça c'est pas très grave en soi, mais le truc c'est qu'il y a un trou dans la caisse pour l'entretien. Donc ils ont décidé de fermer la piscine. Après peut-être c'était un vote, parce que tous les ans dans les condos il y a un vote. D'ailleurs les étrangers n'ont pas le droit de vote pour faire des choses dans le condo. Donc par exemple, ils décident de refaire la peinture, ils décident d'arrêter d'entretenir la piscine. Dans ce condo-là, ils ont arrêté d'entretenir la piscine. Avant ça, ils avaient arrêté d'entretenir la salle de musculation. Donc, il n'y avait que des vieilles machines et rien ne fonctionnait presque. Donc c'est quelque chose à faire attention. Si c'est un condo un peu ancien et vous voyez qu'il est peu habité, regardez bien les commodités, si c'est toujours bien entretenu ou non. Parce que ça veut dire peut-être que plus tard, ça va continuer à être mal entretenu et ça risque de ne plus fonctionner correctement. En troisième point, ça va être acheté pour louer. Du coup, voilà, Thaïlande comme la France, avec une facilité pour louer ses biens. En plus, on peut se permettre d'être exigeant, donc il va falloir un bon dossier dans les grandes villes surtout pour pouvoir être locataire. Car dans les grandes villes, il y a plus de demandes que d'offres. Et bien en Thaïlande, c'est tout le contraire. Il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Et ça, avant d'acheter, c'est facile de vérifier. En fait, quand vous allez à l'accueil, au juristic office, le Niti qu'on dit en Thaï, vous allez souvent voir des affiches, donc appartements à louer, appartements à vendre. S'il n'y a pas d'affiche, vous pouvez demander directement à l'accueil s'ils ont des chambres disponibles pour la location. Et je pense que si vous faites 100 condos, il y a au moins, je dis bien au moins, 90 condos où il y a des chambres libres pour la location. En tout cas, là, je parle de Bangkok. Après, il y a certains condos qui se trouvent en ville, en plein centre, aux alentours de Sukhumvit, où ils ne proposent pas ce genre de service. Ça veut dire qu'ils ne vont pas mettre d'affiches comme quoi il y a des chambres à louer et Niti ne va pas proposer la location. Ce qu'il faudra faire dans ce cas-là pour vérifier, c'est d'aller sur les sites internet de location, de vente d'appartements
et vous pourrez voir ce qu'il y a comme chambre disponible dans cet endroit-là. Par contre, je dis pas que c'est impossible de louer une chambre, hein. Il y a plein de locataires en Thaïlande, sur Bangkok, mais c'est pas une chose facile. Il faut pas se mettre en tête que c'est bon, je l'achète aujourd'hui, demain, c'est sûr, je le loue, ça va être rapide. De toute façon, si c'est ça votre but, c'est d'acheter un bien pour le louer, vérifiez bien là où vous allez acheter, s'il y a des chambres disponibles, à quel prix ils sont, comment elles sont aménagées. Parce que moi, quand je louais un appartement, donc j'avais choisi mon immeuble, je savais où je voulais rester, mais je savais pas encore la chambre. Ce que je fais, c'est que je regarde toutes les offres disponibles, je regarde les moins chères et je prends celles qui proposent un meilleur service. Donc, par exemple, une télé, l'électroménager, une machine à laver ou un frigo ou un bon lit, etc. Et choisissez celle qui avait le meilleur qualité-prix. Donc, si votre but, c'est de le louer, il va falloir se démarquer, proposer de meilleurs services à un prix plus attractif. Ce qui entraînera donc forcément un investissement. Contrairement à la France, ici c'est vraiment le locataire, le roi, celui qui va vraiment décider. Et si vous n'êtes pas prêt à faire des efforts, que ce soit sur le prix ou sur la chambre en elle-même, le locataire ira voir ailleurs. Parce que les appartements, c'est pas ce qui manque, surtout sur Bangkok. En numéro 4, les frais de changement de nom. Alors il y a des frais en Thaïlande aussi quand vous changez de propriétaire. Sur l'acte de propriété qu'on va appeler en Thaï le chanot, ça s'élève à 2% du prix de vente. À part pour cette année-là, donc 2022 et l'année dernière 2021, l'État a donné une aide pour les acheteurs. Le taux était descendu exceptionnellement à 0,01%, ce qui équivaut à quelques centaines de bahts pour un bien de moins de 3 millions par contre. Donc en général, c'est du 50-50. Donc la moitié pour le propriétaire actuel, la moitié pour l'acheteur, sauf pendant cette période où souvent le propriétaire faisait un acte de bonté et payait tous les frais de changement de nom. Mais il faut bien regarder dans votre contrat, avant d'acheter votre appartement, que les frais sont bien divisés deux par deux. Pas avoir de mauvaises surprises, parce que 2% sur un bien qui coûte quelques millions, c'est déjà pas mal. Aussi petite chose, je disais que c'est 2% du prix de l'appartement, mais en fait c'est pas vraiment ça. Ça veut dire, si le propriétaire vous le vend moins cher que le prix du marché, à ce moment-là, il y a une cote en fait au bureau des land office en fonction de l'appartement, et même s'il vend moins cher, vous serez obligé d'être au niveau de la cote. Cinquième point, ça va être checker les alentours. Alors en premier lieu, c'est de faire un tour du quartier, carrément, voir s'il y a de la construction à côté de chez vous, qu'est-ce qui va se préparer aux alentours. Un jour, j'ai visité un condo, il y avait un grand terrain vague juste en face du condo, et c'était clôturé, il y avait une grande pancarte. En fait, ils allaient construire un grand immeuble, un nouveau condo. C'est ce genre de choses à vraiment savoir si vous voulez pas avoir de mauvaises surprises. Car la construction d'un condo, ça prend pas quelques semaines, hein, ça peut prendre des mois, voire même des années. Il va falloir supporter le bruit, parce que c'est très bruyant, et aussi le trafic, parce que les gros camions ils vont faire des allers-retours. Et également vérifier s'il y a une école à proximité. C'est bien de visiter un condo pendant la récré par exemple, car si pendant 1 heure vous entendez des enfants crier, vous ne pouvez pas ouvrir la fenêtre par exemple, ou pire encore, même si vous fermez la fenêtre, vous entendez un bruit de fond, ça peut être très désagréable à la longue. Et autre chose, s'il y a une école à proximité, ça va être les embouteillages. Avant le début de l'école, donc quand les parents vont déposer leur enfant, ou alors à la fin de l'école, quand ils vont venir les récupérer. Les gens vont se mettre en double file, ça va être très long et très chiant si vous passez par là. Donc dans le même point, il y a aussi les voisins. C'est important de se promener déjà dans la résidence, prendre son temps pour voir un peu les voisins, à quoi ils ressemblent, même si c'est pas bien de juger des gens sur leur physique, mais surtout dans votre allée, vos voisins de la porte d'à côté. S'ils sont bruyants ou non, s'ils laissent la porte ouverte ou non, s'ils laissent des affaires devant leur porte ou non, ce genre de choses. Il ne faut pas hésiter à interroger les femmes de ménage, parce qu'elles, elles sont vraiment au milieu, elles n'ont rien à gagner que vous l'achetez ou vous l'achetez pas, et elles seront vraiment honnêtes. Donc n'hésitez pas à lui parler, lui poser des questions sur l'appartement, enfin le condominium plutôt, et puis les voisins de cet étage. En sixième point, c'est les zones inondables. Sûrement le point le plus important de cette vidéo. Les zones inondables, surtout à Bangkok, ça peut vite être très problématique. Moi personnellement, j'ai vécu quelques mois, 6 mois, dans un quartier où c'était une zone inondable. C'était régulièrement inondé pendant les fortes pluies. C'était sur Ratchada 36, derrière l'université Chan Kasem, Rajabat. Alors c'est marrant au début, les premières fois, les premières semaines, mais après t'en as très vite marre. Déjà, tu dois sortir en tongs, tu peux pas mettre de chaussures, sinon elles seront trempées. Pour aller au 7-Eleven, l'eau, elle allait jusqu'aux chevilles. On se croirait dans une piscine municipale, vous savez, le petit bassin, une fois qu'on finit la douche, avant de pouvoir aller se baigner. Là où on doit se laver les pieds, c'est exactement ça. Mais imaginez ça dans toute la rue. Et j'imagine pas être propriétaire dans ce genre d'endroit, et c'est pas prêt de s'arranger en plus. Et même si c'est pas votre rue même, hein, si c'est une rue que vous allez devoir emprunter quand vous allez sortir, que ce soit en moto ou à pied, et pour checker ce point, il n'y a pas de secret, hein. C'est d'être présent pendant les grosses pluies. Quand vous voyez aux infos qu'il y a des grosses inondations sur Bangkok,
il faut être sur place où vous souhaitez acheter. Et en numéro 7, c'est un point très connu, c'est acheter sur plan. Alors il est vrai que c'est beaucoup moins cher quand vous achetez un condominium sur plan, donc quand rien n'a été fait, c'est juste un projet vague. Souvent vous allez avoir des prix à moins 20 ou 30% que si vous l'aurez acheté prêt à aménager. Comme tout plan, il y a toujours des risques. Alors c'est très rare, mais ça existe. Des projets qui ne commencent jamais, des projets qui commencent mais qui se terminent jamais. Pour X ou Y raison, hein. Parfois il y a un accord avec le gouvernement et il s'annule. On ne sait pas pourquoi. Parfois, il y a des scams, donc des promoteurs qui vont vous vendre un projet et puis finalement, ils s'enfuient avec l'argent. Des fois, avant même de commencer, des fois, ils commencent un petit peu et puis ils s'arrêtent, ils s'envolent. D'autres fois, le promoteur n'a pas réussi à vendre assez d'appartements, donc ils sont obligés d'annuler le projet. À ce moment-là, en général, ils vous remboursent, bien sûr. Mais bon, c'est du temps perdu, vous faites des plans sur la comète et finalement, vous n'aurez pas votre appart. Et sinon, il existe un appartement comme celui d'Assoc, j'ai oublié le nom, mais il est juste à côté du terminal 21, qui sont déjà des anciens appartements, mais ils risquent de se faire détruire d'une année à l'autre, car il y a un problème avec le permis de construire, il vient d'être annulé. Tous ces exemples sont bien sûr extrêmement rares, mais ça peut arriver, et ça même en France, donc il est important de le savoir. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like, de partager, de mettre un commentaire aussi, ça aide le développement de la chaîne, et je vous dis à la prochaine.